Salut Patrick. Bonjour Herman. La semaine s'annonce très bien. Tu vas recevoir un prix prestigieux mercredi, qui est le prix de la Fondation pour Genève, qui récompense une personne pour le rayonnement dont il fait partager sa ville. Et tu sors un beau, gros et long bouquin sur un sujet dont on parle trop peu ces temps-ci, qui est le Covid. Ouais. Alors, d'abord, ma première question serait une question de collègue très intéressé. Comment on fait pour gagner un prix? Plus que collègue, je crois qu'on devrait quand même dévoiler à ce stade que nous sommes un vieux couple, Oui, que oui, nous oui. connaissons dans l'intimité, J'espérais que tu ne le dises pas, mais ça ne fait rien. dans l'intimité des idées, puisqu'on se montre nos esquisses depuis quoi, 25 ans, Oui, oui. et que même on est, je crois, le joker mutuel l'un de l'autre quand la rédaction choisit mal, quand les journalistes ont très mauvais goût. Moi, je sais toujours que je peux compter sur Herman pour me repêcher. Mais là, tu es en train de détourner la conversation. Comment Je on suis fait très pour gêné, je gagner un rougis. prix? Oui, Telle est la oui. question. Je vois bien que tu Oui. étais en train d'essayer de réfléchir pendant que tu D'abord, disais ton laïus habituel. pour gagner un prix, il faut être vieux. Ah, c'est ça! Ouais. D'accord, Et ok. tu ne l'es pas encore assez. Ah oui, c'est juste, c'est juste. Tu Oui, as gardé cette jeunesse. Moi, j'ai commencé vieux, et c'est Herman qui l'a dit. oui, oui. J'ai commencé vieux dans le métier. Non, voilà, pour gagner un prix, il faut d'abord enfin, ça me fait sentir un tout petit peu petit, j'ai envie de partir en courant, mais néanmoins, je serai là et j'affronterai cet hommage comme il se doit. Euh, le rayonnement de Genève, bon, tant que c'est pas un rayonnement atomique, on peut s'estimer heureux de considérer qu'on a contribué un tant soit peu au rayonnement de Genève. Moi, je crois qu'un Herman à la tribune de Genève fait rayonner Genève encore plus chatoyante et drôle. Mais C'est une excellente réponse. C'est merci. exactement celle que j'attendais de toi. Ça fait Que quoi? fait Ça fait quoi? Non, c'est moi qui pose les questions. Ça fait quoi de recevoir un prix? Ben, il y a un mot en anglais qui dit humbled. Ça rend humble. Non, oui, ben ça fait plaisir. Est-ce que le rôle du dessinateur de presse n'est pas justement d'être le petit qui regarde les puissants et tout à coup tu es une personne consacrée? Est-ce que ton travail n'en est pas affecté? Mon travail, non, je crois pas. Mais par contre, évidemment, je ferai acte de subversion en ne mettant pas de cravate, voire même pas de veste quand je recevrai ce prix, et j'aurai joué mon rôle de fou du roi. C'est ça qui est merveilleux, cet esprit rebelle que tu as su garder envers et contre tout. Donc, cette semaine, tu sors aussi un album de reportage BD. Tu as déjà fait des épisodes de reportage BD. Oui, on voit ce magnifique livre et les spectateurs ne sentent pas l'odeur de l'encre qui est délicieuse. Donc c'est un beau et un livre qui sent bon. Quelle est la différence entre ton activité de reporter BD et de dessinateur de presse? Eh bien, je crois que l'un alimente l'autre. Je crois que le dessin de presse, c'est ce qui nous occupe au quotidien depuis trop d'années, toi et moi. On a le nez dans le guidon de l'actualité. Et le reportage BD, c'est ce petit pas de côté. D'abord, on s'aventure dans le domaine de la bande dessinée, hein, qui sont quand même deux domaines très distincts, que ce soit à Genève ou ailleurs. Il y a très peu de dessinateurs qui ont fait le passage heureux de l'un à l'autre. Évidemment, tu penses à qui? Cabu, Oui, évidemment. Pétillon, Pas tout pour à fait, non. citer. Il n'a pas fait vraiment de reportage BD, Pétion. Non, 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 la bande dessinée Oui, et le d'accord, dessin ok. de presse. Ouais, tout à fait. Deux domaines assez hermétiques. Et Mm. c'est vrai que d'abord, le reportage BD me permet d'avoir un travail de plus longue haleine, de penser totalement différemment, de me foutre du deadline du jour. Et puis, sur ce projet-là, c'est la première fois en réalité que je fais un reportage BD qui n'est pas un reportage magazine dans lequel je vais partir, je sais pas moi, 2 semaines à Gaza, puis consacrer 3 semaines pour en tirer une bande dessinée qui sera finalement l'équivalent de ce qu'est un papier magazine. Mais là, c'est un travail de 6 mois. C'est vrai que début mars, le Covid est entré dans ma tête et il n'en est pas ressorti. Et dans ton corps aussi. Et aussi un petit peu dans mon corps, oui, mais comme nous le révélerons au lecteur de la BD, le narrateur prend sur lui, de manière très professionnelle, d'avoir le Covid, afin de pouvoir mieux raconter cette histoire quand même assez folle de
de l'arrivée d'une épidémie dans nos vies, dans notre monde en 2020, et la manière dont ça a changé complètement notre quotidien. Donc, tu en es à peu près à 33 ans de métier, quelque chose comme ça. Et l'actualité n'a jamais mis le dessin de presse autant en avant. Comment tu perçois ce nouveau destin du dessin de presse, ces nouveaux avatars? Et tu fais allusion à quelque chose en Je particulier? fais allusion évidemment au procès Charlie actuellement, à la tentative de nouveau d'assassiner un collaborateur de Charlie. Ouais. Alors c'est vrai que l'affaire des caricatures danoises en 2005-2006, je crois, a été un tournant, hein. On a pu dire que ça a été entre nous le 11 septembre des dessinateurs de presse. Ça a été un tournant et depuis cette affaire où on a vu que de simples dessins, enfin, il y a vraiment eu une perte de l'innocence de notre métier quand même. Et on s'est rendu compte que de simples dessins pouvaient être utilisés, amplifiés, politisés aussi, d'une manière qui était à deux doigts de déclencher la Troisième Guerre mondiale en gros, qui opposait frontalement une grande partie du monde avec l'autre. Et on était, je crois, tous conscients qu'un jour des dessinateurs allaient se faire tuer. Et ça s'est produit en 2015. Et ça, c'est un autre franchissement. C'est entrer dans un précédent. C'est terrible d'entrer dans un précédent. Le précédent, c'est d'assassiner, non pas en Afghanistan, non pas en Syrie, mais d'assassiner à Paris des gens pour un dessin. Des confrères que tu connaissais, que je connaissais. Rappelons quand même, je sais pas, Tinius, personnage merveilleux, très attachant, Cabu, aussi quelqu'un d'adorable. Donc des personnalités, des êtres humains adorables qui sont fauchés à la Kalachnikov pour leurs dessins, donc pour leurs idées, en France, en 2015. Ça a été voilà, une ligne franchie et le précédent est établi, le précédent est dans les esprits. Et c'est ce qui est horrible avec un précédent, c'est cette capacité qu'on a ensuite, puisqu'on se l'est approprié, il est dans nos esprits, il s'est imposé à nos esprits, de le voir se reproduire et d'être à moitié surpris. D'être à moitié surpris qu'il y ait de nouvelles attaques. Qu'il y ait, voilà, le dernier franchissement barbare, c'est celui d'une décapitation qui est un pas de plus dans l'horreur. Et on est toujours dans cette espèce de cercle vicieux entre des dessins qu'on produit pour un public qui est censé les comprendre, avec une connivence avec un public, et des gens qui ne sont pas dans cette connivence et qui sont des extrémistes prêts à des actes meurtriers. Est-ce que ça a fait changer ta manière de dessiner? Est-ce que tu dessines différemment depuis ces événements? Je crois que si on veut être honnête, on dira que ça a changé quelque chose dans nos têtes et qu'on essaye de se dire que ça n'a pas changé grand-chose. Et le fait est que dans ma pratique, je ne dessinais pas Mahomet avant et je ne le dessine pas davantage après. Je sais que c'est une question qu'on se pose tous, avec laquelle on se torture tous un petit peu. Tu as fait un dessin pendant le procès Charlie qui était très très bien fait, où tu montrais Jésus, Mahomet, et puis il y avait une phrase un peu rassurante entre eux, Mahomet qui disait finalement on s'habitue. Ça fait quoi de revoir ces caricatures? On s'habitue. Et je ne sais pas, en repensant à ton dessin, je ne sais pas comment tu le revois, je me dis ben non en fait, on ne s'est pas habitué. J'ai cru un instant, comme toi, qu'on était passé à autre chose depuis 2015, qu'il y avait eu une évolution lente, qu'on n'était plus dans dans ce réflexe immédiat et barbare, qu'on n'était pas dans le, voilà, œil pour œil, dent pour dent, et j'ai cru qu'on était passé à autre chose, mais il se trouve qu'on est au même stade. Même stade de malentendu total, et c'est un malentendu meurtrier. Oui, bah écoute, moi je suis un petit peu plus optimiste que toi. Au niveau purement comptable, je vois qu'il y a 5 ans, il y a eu 11 morts. Cette année, il y a eu un mort dans une opération nettement plus bricolée. J'espère que ce soit une tendance sur le long terme et que cette habituation va créer ses effets.